Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça vous regarde version déconfinée, c'est parti. Voici le sommaire. L'onde de choc après la mort de George Floyd aux États-Unis se propage en France. Manifestation impressionnante hier soir à Paris contre les violences policières à l'appel de la famille d'Adama Traoré. Ce jeune homme décédé en garde à vue il y a 4 ans, Floyd Traoré. Le parallèle est-il vraiment pertinent? Existe-t-il une forme de racisme dans les rangs de la police française? Et au-delà, n'est-il pas temps d'avoir un débat apaisé sur les violences policières dans notre pays, sujet brûlant, dont on parle calmement dans un instant. Ils ont le vent en poupe, mais maintenant il va falloir conclure. On va parler de la stratégie des Verts au municipal, pas toujours lisible. Alliés à la gauche par endroits, ils font cavalier seul dans d'autres. Et puis font face à un front anti-écolo qui va de la droite aux marcheurs. Alors la vague verte pourrait finalement n'être qu'une petite vaguelette. On en parlera. Enfin, notre grand témoin ce soir a eu plusieurs vies, journaliste, député, maire. Candidat à la présidentielle, il nous revient avec un livre manifeste sur l'écologie. Noël, ma mère, est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. Hashtag CVR, ça n'a pas changé. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Une foule immense, une foule jeune, très jeune, black, blanc, beurre, qui descend dans la rue en masse. Une semaine après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain quadragénaire, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. Ce sont donc, vous le voyez, les images de la première manifestation en France, une marche immense, je le disais, une forme de marée humaine devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le nord-est de la capitale. Manifestation contre les violences policières à l'appel du comité Adama Traoré. Ce jeune homme noir, mort en 2016, après son interpellation, la manifestation a été interdite et pourtant, malgré cela, elle a rassemblé 20 000 personnes. Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous connaissez bien le sujet des violences policières. Vous avez présidé en 2014, ici même, à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête sur le maintien de l'ordre dans les manifestations. C'était après la mort de Rémi Fraisse. Rémi Fraisse, ce jeune homme qui avait trouvé la mort face à un policier. C'était sur le site du barrage de Sivens. On s'en souvient, dans le Tarn. Vous débattez ce soir avec Didier Paris. Bonsoir. Bonsoir. Député de La République En Marche de Côte d'Or et magistrat de profession. Et puis derrière son écran en duplex nous attend Yves Lefebvre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier, secrétaire général SGP Police FO. Je vous donne la parole, messieurs, dans un tout petit instant, mais vous le savez, ça vous regarde, ça commence toujours par un regard, celui de Stéphane Blakowski. Est-ce que cette comparaison Traoré-Floyd est pertinente? Pas vraiment, me semble-t-il. Si j'ai bien compris, c'est tout de suite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Si j'ai bien compris, ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, la société française vit sous l'hégémonie culturelle des États-Unis. On regarde des films tournés à Hollywood, des séries diffusées sur Netflix. Notre musique préférée, c'est le rap, le R&B. Tous les restos du coin mangent des hamburgers. Et figurez-vous même que le site touristique le plus visité en France, c'est Disneyland Paris. C'est à peu près la même chose pour les mouvements citoyens. Le mouvement MeToo est né sur Twitter en 2017 après l'affaire Weinstein, et le mouvement Black Lives Matter est né en 2013 sur Twitter aussi après l'assassinat d'un jeune Afro-Américain en Floride. Alors forcément, dans ce contexte, c'est même pas tellement étonnant qu'on confonde complètement ce qui se passe en France et aux États-Unis. Mais en même temps, on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est vraiment la même chose? En tout cas pour Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré qui a été tuée par des gendarmes en 2016, ça ne fait aucun doute. Selon elle, la situation en France est exactement la même qu'aux États-Unis au niveau des violences policières, sinon pire. On l'écoute. L'indignation qu'on dénonce aux États-Unis, il se passe exactement la même chose en France. En France, c'est encore pire. Aux États-Unis, les policiers ont été limogés. En France, les gendarmes ont été récompensés. Il faut savoir que quand mon frère va mourir, nous avons M. Leroux et Cazeneuve qui vont faire le déplacement chez nous à Beaumont pour remercier les gendarmes. Alors, cela dit, si on peut comprendre, bien sûr, la colère d'Assa Traoré, même si on peut s'étonner que la justice n'ait pas estimé nécessaire de renvoyer les gendarmes qui ont tué son frère devant la justice, eh bien, malgré tout, ce serait très exagéré de considérer que les violences policières en France, c'est la même chose qu'aux États-Unis. Pour vous citer quelques chiffres, on estime que chaque année aux États-Unis, 1 millier de personnes sont tuées par des policiers.
Donc, si c'était la même chose en France, les mêmes proportions, ça voudrait dire que les policiers tuent chaque année 200 personnes en France, ce qui n'est absolument pas le cas. La proportion, enfin, le chiffre serait plutôt 10 fois moins, une vingtaine de personnes, si on doit faire une moyenne. Je vais vous citer un autre exemple. Lors des émeutes à Los Angeles, en 1992, il y a eu 55 morts. Lors des émeutes dans les banlieues en 2005, il y a eu 4 morts et aucune de ces personnes n'a été tuée par un policier. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de nier les accusations de racisme qui sont portées régulièrement contre la police française. Je vous rappelle que Jacques Toubon, qui est le défenseur des droits, a commandé une enquête en 2016 selon laquelle la probabilité d'être contrôlé par la police est 20 fois plus importante quand on est un jeune homme qui est perçu par les policiers comme noir ou arabe. Donc c'est un chiffre qui témoigne effectivement des tensions de plus en plus importantes dans les cités entre les jeunes et les policiers. C'est un phénomène inquiétant. Mais au lieu de prétendre que le phénomène de la violence policière est exactement le même qu'aux États-Unis, je me demande si au contraire on ne devrait pas considérer que le modèle américain est le repoussoir absolu. Si au contraire on ne devrait pas tenter d'agir pour que d'ici quelques années, la situation en France ne devienne pas réellement comme elle l'est aujourd'hui aux États-Unis. Merci beaucoup Stéphane. Noël Mamère, la démonstration de Stéphane est implacable si on regarde les chiffres. Mais cette comparaison, on l'a vu dans le cortège hier, ces deux visages-là qui sont déjà deux symboles, George Floyd aux États-Unis, Adama Traoré en France, cette comparaison-là, elle vous choque ou vous la comprenez ? Je la comprends de la part de ces jeunes qui sont absolument choqués par le caractère discriminatoire de la police dans ce pays. En même temps, on ne peut pas évidemment mettre sur le même plan ce qui se passe aux États-Unis, les violences policières des États-Unis et celles de la France. Mais enfin, on est dans une séquence qui dure déjà depuis longtemps, qui a d'ailleurs commencé par un changement de la doctrine de maintien de l'ordre avec le rapport contre lequel j'ai voté de la commission d'enquête parlementaire. C'est nous-mêmes qui avions saisi avec Pouria Amirchahi, le président de l'Assemblée nationale, qui a permis cette enquête et ce rapport du défenseur des droits qui a demandé entre autres l'interdiction de la LBD. Mais la réalité, c'est qu'il y a dans la police française aujourd'hui, et on ne peut pas le nier, le défenseur des droits vient d'ailleurs de le dire dans une décision qui date du 13 mai, une sorte de racisme systémique, donc qui doit être détaché des individus, des policiers individus, mais qui doit être au contraire rattaché à une culture qui existe et qui a des précédents historiques. C'est une histoire de la police avec l'Algérie française, la poursuite des travailleurs nord-africains, et aujourd'hui cette situation socio-économique qui fait que la plupart de ceux qui aujourd'hui sont sans emploi sont des enfants de l'immigration post-coloniale. Il y a beaucoup de choses déjà dans ce que vous avez dit, racisme systémique, on va y venir, mais je voudrais, et je vous donne la parole juste après, m'adresser aux policiers que vous êtes, Yves Lefebvre. Vous, policier américain, si vous aviez été américain aux États-Unis, auriez-vous mis un genou à terre comme d'autres policiers ont pu le faire en soutien, évidemment, avec George Floyd et à sa famille? Je ne sais pas si j'aurais mis un genou à terre. Ce que je suis certain, c'est que j'aurais agi de la même façon que ce que j'ai agi, de la façon dont j'ai agi depuis qu'on nous a annoncé ça, c'est-à-dire considérer que la mort de George Floyd est consécutive à un assassinat d'un individu qui n'avait plus rien à faire, qui n'aurait jamais dû faire partie des forces de l'ordre. Ce qui s'est passé aux États-Unis est inacceptable, intolérable. C'est un assassinat pur et simple, mais ne comparons pas ce que fait la police nationale avec la police américaine. Donc pour vous, les deux affaires, Floyd-Traoré, n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre? Non, n'ont absolument rien à voir. Si au demeurant, je comprends aisément, et c'est selon ce qu'a déclaré M. Mamère, c'est peut-être un des seuls points sur lequel je serais d'accord avec lui. Je considère effectivement que la famille est légitime aujourd'hui, bien évidemment, et légitime depuis longtemps à demander un procès, ou d'avoir des conclusions de la justice. C'est pas acceptable que ça dure depuis 4 ans. C'est pas normal. Il demande un procès ou alors la justice tranche avec un non-lieu. Il doit se tenir pour l'instant, c'est parole contre parole et expertise contre expertise. Oui, enfin, ceci étant, il y a qu'un format d'expertise reconnu, et M. Paris ne pourra me le confirmer en tant que magistrat ou ancien magistrat, c'est l'expertise judiciaire en la matière. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on a une technique pour menotter les gens. On doit menotter les gens dans le dos, et par le fait, quand on a affaire à quelqu'un qui se débat, qui ne veut pas, je dirais, accepter d'être menotté, le plaquage, je dirais, ventral, est la seule technique aujourd'hui utilisée. Alors, comme pour le LBD, parce que ma mère s'est parlé du LBD tout à l'heure, moi, je n'ai pas d'appointant, c'est le LBD, je n'ai pas non plus d'appointant, c'est aucun policier n'a d'appointant, c'est le plaquage ventral. Trouvons une autre technique et nous serons ouverts, et sans doute que nous
n'aurions pas à débattre de ce genre de phénomène aujourd'hui. Alors le plaquage ventral, il faut expliquer, c'est exactement ce qu'a subi Adama Traoré lors de son interpellation en garde à vue. La question est de savoir si c'est ce plaquage ventral qui est directement à l'origine de son décès. Didier Paris, les deux affaires n'ont rien à voir et pourtant, dans ces cortèges hier, vous avez 20 000 personnes, vous avez beaucoup de jeunes qui ont décidé de venir, malgré l'interdiction, malgré la crise sanitaire qui n'est pas totalement terminée. Qu'est-ce qu'on fait quand on est député et qu'on a ce sentiment-là de jeunes qui vous disent on a peur quand on n'est pas blanc, on a une sorte de sentiment d'impunité de la police. Je regarde les images là qui passent, il y a finalement du multicolore de cette manifestation, donc soyons un peu vigilants. Pour revenir quand même à vos propos de départ, moi je suis comme tout le monde atterré de ce qu'on a pu voir à la télévision s'agissant de George Floyd. C'est pas seulement une technique de maintien d'une personne interpellée, quelle qu'en soit la raison, au sol qui pose problème. C'est arrêter votre monde pendant 7 voire 8 minutes. 7 voire 8 minutes. Le policier a parlé d'assassinat. Je ne pense pas que ce soit un propos excessif. Et ce qui m'a encore plus choqué, pour être franc, c'est une espèce d'apathie générale des autres fonctionnaires de police autour. Pourquoi ? Parce que, je ne reprends pas les propos de Noël Mamère, mais il y a aux États-Unis sans aucun doute un fond de culture raciste qui est profondément ancré et qui se double d'une extrême difficulté de contenir la police dans certains cas. Pourquoi ? Parce que c'est un grand pays, mais c'est aussi un pays où il y a plus de 700 services de police différents, un pays fédéral. Aucune unité de police ne fait dans un État pas du tout le même fonctionnement de la police par rapport à la France. Moi, je me félicite du fonctionnement centralisé de notre police nationale, parce que ça permet d'avoir des réponses uniques et en fait des modes de fonctionnement. Mais vous avez des jeunes, et c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on entend parler de discrimination, sentiment de peur devant la police, le contrôle aux faciès. C'est peut-être du sentiment, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous, qui représentez la majorité, leur répondez ? Venons-y. Je présente la majorité, je suis aussi un citoyen comme tout le monde. Absolument, mais... Je n'admets pas l'idée que la police serait raciste. Mais comme dans tout groupe social, il peut y avoir des gens et qui n'ont rien à faire dans les services de police, qui n'ont pas des comportements adéquats. Si on revient quand même sur l'affaire Adama Traoré, ce que je note, c'est que c'est une procédure judiciaire en cours, et la réaction d'un certain nombre de gens plus ou moins instrumentalisés, mais dont acte, c'est comme ça, mais la réaction des gens vient de ce que la dernière expertise judiciaire, pas l'expertise payée par la famille, c'est pas de même nature, la dernière expertise judiciaire conclut à un décès qui n'aurait pas nécessairement la cause que la famille Traoré attend. Donc pour vous, l'expertise privée de la famille ne permet pas de rouvrir le dossier. Ait pu le faire. Attendez, humainement, je comprends qu'elle ait pu le faire, mais nous sommes dans un état de droit. Ne mettons pas au même plan une expertise rendue par des médecins rémunérés par une famille et l'expertise judiciaire. Stéphane veut intervenir, et puis je vous donne la parole, Noël Mamère, après. Stéphane. Oui, j'étais frappé par l'unanimité qui existe sur le plateau entre ce que disait Noël Mamère, ce que disait Yves Lefebvre et ce que disait le député de Côte d'Or. Je ne me trompe pas. Didier Paris, allez-y. Oui, Didier Paris. Excusez-moi, Monsieur Paris, j'avais oublié votre prénom, je ne voulais pas me tromper. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il y a une vraie unanimité, on est tous choqués, et pourtant il n'y a pas de prise de position officielle, à ma connaissance, du gouvernement français pour condamner ces images affreuses d'assassinat de George Floyd. Alors comment se fait-il qu'il n'y ait pas de prise de position ? Est-ce que ce ne sera pas une manière justement de bien se démarquer des États-Unis et des pratiques policières aux États-Unis ? C'est qui n'était pas tendre à l'égard de ce qui s'était passé, mais en même temps ça s'est passé aux États-Unis. Moi je refuse tout mélange. Je veux dire, encore une fois, la police française, vous avez cité des chiffres qui sont sans commune mesure, et vous-même vous venez de citer des chiffres qui étaient intéressants. Il y a juste aussi des chiffres que vous ne citez pas. Il y a plus de 800 000 interpellations par an en France pour des faits graves, je dirais atteinte aux personnes, trafic de drogue et ainsi de suite. Nous avons un nombre de cas extrêmement faible de, entre guillemets, dérapage, je ne sais pas si c'est le bon terme, et qu'on n'oublie pas quand même que l'an dernier, c'est plus de 30 000 agressions à l'égard de fonctionnaires de police qui ont eu lieu. Alors c'est dit, mais... Il faut bien aussi que la police républicaine qui est la nôtre ait des moyens d'adaptation à la situation qui évolue. Je vais vous passer la réponse
réponse du gouvernement et puis vous réagirez parce que le gouvernement, par la voix de Sibeth Ndiaye et par la voix de Christophe Castaner, n'utilise pas le terme de violence policière, refuse de l'utiliser systématiquement, ni de violence d'État. En revanche, il dit qu'il est intransigeant et que toutes les fautes commises sont sanctionnées. Écoutez, Christophe Castaner, c'était tout à l'heure au Sénat. Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant. Ça suffit ou pas, cette Oui, enfin, il est position-là? intransigeant, mais si on peut, moi je peux citer des chiffres à M. Castaner. Il y a eu 19 demandes d'ouverture d'enquête et 68 qui ont été classées sans suite. Là, on parle de la police, des polices, l'IGPN, c'est ça? Oui. Qui ne va pas systématiquement nous sommes un certain transmettre. nombre à demander depuis longtemps qu'il y ait une instance indépendante, que le contrôleur ne soit pas en même temps le contrôlé, et qu'à la place de l'IGPN, on constitue une autorité indépendante. Donc le système judiciaire pour juger les policiers ne fonctionne pas dans notre pays? Il ne fonctionne pas puisque c'est les policiers qui se contrôlent eux-mêmes. Donc ça pose un problème. Il faut une autorité indépendante. J'ai entendu aussi, il n'y a pas longtemps, un grand joueur de tennis, jeune Wilfried Tsonga, qui nous a expliqué que le contrôle aux faciès, il en avait été aussi victime. Donc ça, on ne peut pas le nier. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance entre le peuple et sa police, que cette police, elle n'accomplit plus ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire d'abord la protection des citoyens, qu'elle est aujourd'hui dans une logique sécuritaire, mais elle applique en fait les directives du gouvernement. D'ailleurs, cette logique sécuritaire, on l'a vu s'appliquer dans le contrôle des manifestations où la technique de la mise à distance est devenue celle de l'affrontement. À Notre-Dame-des-Landes, ils l'ont payé cher. À Sivins, ils l'ont payé d'un mort. Les manifs contre la loi travail, les manifs, les gilets jaunes l'ont payé très chèrement avec des... Donc il faut une réforme de la police des polices et une réforme du maintien de l'ordre. Il faut qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, qui a un débat pour rétablir la confiance entre le peuple, entre la population française et sa police. D'ailleurs, ça rendrait beaucoup plus de service à la police qui est stigmatisée parce que, regardez, on a applaudi tous les soirs les soignants, ce qui était tout à fait normal, et ce que l'on a appelé les premiers de corvée. Mais les policiers faisaient partie des premiers de corvée. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? On a appliqué la même politique sécuritaire pour la gestion du Covid que pour les manifestations. On est les champions d'Europe en termes de contrôle. 20 millions de personnes ont été contrôlées et 1 million d'amendes, champion d'Europe. Ça veut dire que cet État, ce gouvernement, il a une défiance vis-à-vis de ses citoyens. Alors, on va partir, il y a beaucoup de choses. La politique sécuritaire, ce n'est qu'une affirmation de sa faiblesse. La défiance. Un tiers des Français ne font pas confiance à leur police. Yves Lefebvre, sur ce sujet-là, est-ce que vous seriez prêt à ouvrir ce débat-là, la confiance des citoyens en leurs forces de l'ordre, et qu'au fond, on sort du face-à-face, pourquoi pas à l'Assemblée nationale, qu'un véritable débat, si possible apaisé, se tienne sur ce qu'on appelle les violences policières? Je suis prêt à tous les débats. À tous les débats, effectivement, pour qu'on trouve une solution et qu'on puisse retrouver des relations normales. Mais à une condition, c'est qu'on inverse les propos tenus par Noël Mamère. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont les policiers qui sont systématiquement violents. Et Didier Paris l'a dit, c'est faire abstraction, c'est faire offense, c'est une injure, ni plus ni moins, aux 30 000 policiers blessés tous les ans. C'est une insulte aussi aux policiers qui sont agressés en dehors de leurs heures de travail, comme ce fut encore le cas ce week-end pour un de mes collègues agressé avec son gamin alors qu'il se promenait et qui a été identifié comme policier. Alors oui, il faut débattre. C'est la preuve de la défiance. Oui, il faut que tout le monde... Oui, mais non, mais la défiance, monsieur Mamère, la défiance, vous me permettrez de considérer qu'elle est dans l'autre sens, la défiance. Moi, je peux tout entendre. Je peux effectivement entendre un brillant joueur de tennis se dire qu'il a fait l'objet de contrôle parce qu'il est de couleur. Yves Lefebvre, sur cette dimension-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la question des violences policières, on l'a vu pendant les manifestations. Il y a eu aussi, et il faut le dire, des policiers qui ont été touchés directement par ces violences. Mais sur le racisme, parce que c'est ça, au fond, l'actualité. C'est de ça dont les jeunes parlent quand ils vont manifester. Sur cette question du contrôle aux faciès, ce sentiment d'un deux poids deux mesures, d'être discriminé. Qu'est-ce que vous répondez? Et qu'est-ce que vous répondez au défenseur des droits qui vient de publier une décision dans le 12e arrondissement où les tigres, puisqu'on les appelle comme ça, considéraient ces jeunes comme des indésirables avec des contrôles d'identité perpétuels? Yves Lefebvre, Didier Paris, juste après. Oui. Si on prend une analyse de ce qui se passe dans les quartiers, dans les zones de non-droit, parce que malheureusement ce sont des zones de non-droit, tant pour les gens qui y habitent
que pour les policiers qui tentent d'y faire régner les lois de la République. Mais la faute appartient à qui? La faute appartient aux politiques, alors pas aux politiques actuels, pas qu'à celui-là, mais aux politiques de multigénérationnelles. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte de ne rien faire dans ces quartiers. J'ai encore en mémoire un ministre de l'Intérieur qui prétendait vouloir nettoyer au Karcher. Mais c'est une pure et simple provocation. Le seul qui a voulu faire quelque chose pour ces quartiers, c'est Jean-Pierre Chevènement. C'est le seul qui a voulu le faire. Et on a tout balayé d'un revers de main. Gérard Collomb, quand il est arrivé, il nous a parlé de la police de sécurité du quotidien et des quartiers de reconquête républicaine. On n'a pas avancé d'une once en la matière. Donc moi, je suis prêt à tous les débats, mais à partir du moment qu'on arrive avec un climat apaisé et qu'on accepte à un moment donné de considérer, si je peux me permettre, simplement de considérer, moi, policier, je considère aujourd'hui le racisme dans les rangs de la police ne doit pas exister. Mais le racisme anti-policier ne doit pas exister non plus. Et telle, malheureusement, est la situation aujourd'hui. Est-ce que vous craignez un embrasement dans ce qu'on appelle les banlieues aujourd'hui? Oui. Il y a l'étincelle George Floyd, Adama Traoré, mais il y a aussi la crise économique et sociale qui se profile. Oui, bien évidemment, avec des restrictions de déplacement. Vous avez des jeunes dont les parents sont issus de pays étrangers qui n'aspirent qu'à une chose, c'est retourner dans leur pays d'origine, rencontrer leur famille d'origine l'été, qui ne pourront pas le faire. Donc bien évidemment, on aura, je crains, j'espère avoir tort, mais je crains malheureusement un gros embrasement, un immense embrasement des banlieues avec ce qui s'est passé hier soir comme étant, je dirais, le commencement de cette période qui va être C'était une manifestation pacifique, il y a eu des débordements, mais c'était pacifique. C'est pour ça, si vous me permettez, M. Mamère, simplement c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui se poser et avoir un débat apaisé sans stigmatiser systématiquement, comme c'est le cas pour une frange de la politique, les forces de l'ordre. Sinon, nous n'arriverons jamais à s'en sortir. Vous allez avoir le mot de la fin, Didier Paris. Est-ce que vous êtes prêt à appeler sur ce plateau à un débat qui peut se tenir au sein de la représentation nationale, où au fond toutes les parties seraient entendues, parce qu'il y a besoin de paroles, il y a besoin de vider son sac. Qui peut être contre un débat? Évidemment pas, à condition qu'il soit sur des bases saines et sereines et qui puisse déboucher. Je reconnais volontiers qu'on a une crise de confiance dans la relation avec la police. Mais quand j'entends Noël Mamère qui dit que la police ne protège plus nos concitoyens, je comprends qu'il y a une crise de confiance. Dire ça, c'est, à mes yeux, c'est insupportable. Faisons la différence entre les événements de rue, les manifestations de rue qui sont excessivement difficiles à contenir. Et on a vu effectivement une adaptation de la technique policière parce qu'à un moment, il y avait des débordements avec le travail normal de la police. Il y a la technique policière, mais sur l'aspect discrimination, le contrôle aux faciès, on en parle depuis... la haine de Mathieu Kassovitz, c'est 1995, ça a 25 ans. Ça n'existait pas. Les Misérables. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, juste regardez. Jacques Toubon prend un très bon exemple. Le commissariat du 12e, il a investigué là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a eu un foyer sans doute très, très, très mauvais qu'on ne doit pas laisser les policiers concernés dans le 12e. Ils ont été condamnés. C'est l'honneur de la justice, c'est l'honneur de la police. Et ne dites pas, attendez, donc l'idée de réformer la police, qui sont des structures de contrôle des services de police et de gendarmerie et qui sont, je peux vous dire, extrêmement dures à l'égard des policiers et des gendarmes quand ils sont chargés d'une enquête sous l'autorité de la justice. On est dans un état de droit. Je ne dis pas que tout est parfait, bien évidemment. Mais il faut penser les plaies des deux côtés. On sent que ça a trop duré, en fait. Ça fait des années et des années maintenant. Mais on parle des problèmes de confiance dans la police. Il y a eu beaucoup de... ça mérite qu'on en discute, il n'y a aucun doute. Ça mérite qu'on remette sans doute à plat un certain nombre de choses. Pourquoi pas même un certain nombre de techniques d'interpellation, pourquoi pas, même si je vous rends sensible au fait que les techniques d'interpellation qui sont actuellement utilisées le sont pour protéger au maximum la personne, les policiers et l'environnement. Si on n'a pas ça, on pourra avoir des techniques plus violentes, plus difficiles à mettre en œuvre. Mais après, ça mérite discussion, il n'y a pas de difficulté. C'est dit, allez, d'un mot parce que c'est terminé. Oui, le débat risque d'être difficile quand on voit des députés comme Éric Ciotti et une trentaine d'autres députés qui demandent que les policiers ne soient pas identifiables sur les réseaux sociaux. Le débat, il est avec tout le monde. Moi, si dire le débat apaisé sera difficile dans cette maison. Il faut l'avoir comme objectif. Et si nous ne débattons qu'avec les gens avec lesquels nous sommes d'accord, le débat sera rapide. Donc, le débat peut se résumer à l'Assemblée, il doit associer aussi les citoyens. Parce que le problème de la protection dont je parlais
tout à l'heure, je ne dis pas que les policiers ne protègent pas. C'est le sentiment que les Français ont qu'ils ne sont plus protégés. Ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on a bien insisté sur les mots. Il y a un sentiment. Et il y a les faits. On a essayé de donner les chiffres et de restituer ce sentiment qui monte dans le pays. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Yves Lefebvre, vous restez avec nous. Noël Mamère, merci Stéphane également. On va parler à présent de votre livre, dans un instant, l'écologie pour sauver nos vies. Mais je voulais également vous interroger sur ce scrutin qui arrive, les municipales, et vous parler de votre famille politique Europe Écologie Les Verts. Vous avez le vent en poupe. Il faut dire qu'effectivement, l'écologie est devenue la priorité des priorités. Les résultats du premier tour des municipales ont été bons. Et pourtant, Noël Mamère, rien ne garantit que vous allez gagner de nouvelles villes. Pourquoi ? On voit cela avec Marion Becker et on discute juste après. Ils sont arrivés en tête du premier tour à Lyon, Grenoble et Strasbourg. Ils ont réalisé de beaux scores à Nantes, Lille ou Toulouse. Une belle dynamique pour les écologistes qui sont 5 fois plus présents au second tour qu'en 2014. Mais pourront-ils transformer l'essai ? À l'entre-deux-tours, cette fois, ils ont décidé de ne plus s'allier systématiquement avec le Parti socialiste. Une forme de volonté de la part des écologistes d'affirmer ce à quoi ils sont attachés, d'affirmer leur orientation politique, d'affirmer leur thématique de campagne et peut-être également de venger, entre guillemets, ce qu'ils ont considéré comme étant un affront de la part du Parti socialiste depuis de nombreuses années. Les écologistes entendent peser et devenir incontournables. À Lille et Strasbourg, ils ont décidé d'affronter leurs traditionnels alliés socialistes. Pour la première fois, Martine Aubry devra batailler avec un écologiste. Mais à Rennes et Nantes, ils se sont rangés derrière la liste de gauche. Des alliances parfois contraintes, comme à Rouen, où l'incendie de l'usine Lubrizol laissait pourtant espérer une victoire aux écologistes. Le 28 juin, Europe Écologie Les Verts devrait conserver Grenoble. Mais la conquête d'une nouvelle grande ville semble compliquée. Arrivés en tête à Lyon, ils vont devoir affronter la liste commune entre La République En Marche et les Républicains. L'enjeu de ces municipales pour les écologistes, c'est aussi de préparer les futures échéances électorales et apparaître comme un parti de gouvernement. Bonsoir Géraldine Wössner. Bonsoir. Vous avez lu pour nous l'écologie pour sauver nos vies. Je l'ai parcouru parce que je l'ai eu que ce matin, donc il faut être honnête quand même. Les petits matins, on en parle dans un instant. Vous avez retenu quelques chapitres. Vous êtes journaliste au Point et chroniqueuse dans cette émission. Mais pour rebondir sur le sujet de Marion Becker, vous avez le vent en poupe, c'est très clair. On sent bien qu'il y a une demande d'écologie et qu'au fond, vous récoltez les fruits de cette demande. C'est quand même les Verts, Europe Écologie Les Verts, qui progressent. Ça reste toujours un chemin de croix quand même entre les deux tours. On sent que voilà, vous êtes encore un petit parti. Alors, je dirais, pour parler comme un pédant, que le paradigme politique du XXIe siècle, c'est clair, c'est l'écologie. Elle est maintenant en tête de toutes les enquêtes d'opinion, bien avant les questions de sécurité, mais toujours liées à la question sociale. Et ça, je pense qu'il faut qu'on comprenne bien que l'écologie ne peut être limitée aux questions strictement d'environnement. Mais le premier rôle, dans un scrutin comme les municipales, vous êtes arrivé en tête dans beaucoup de villes et c'était quand même une grosse surprise. On sent bien qu'il est dur à tenir parce que pour le second tour, c'est compliqué. Bien sûr que c'est difficile à tenir. Et vous risquez de perdre beaucoup de ces espoirs. Les grandes formations politiques traditionnelles résistent encore, même si aujourd'hui elles sont beaucoup plus affaiblies. Mais il faut qu'elles comprennent une chose. D'abord la gauche, parce que je pense que l'écologie est une nouvelle composante de la gauche qui a placé la question écologique et sociale au centre de son projet de transformation de la société. Mais il faut que nos partenaires comprennent que la transformation de la reconstruction écologique, elle ne se fera qu'autour des questions que posent les écologistes. Et donc, l'écologie doit devenir centrale. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué entre le premier et le deuxième tour de regardez les villes que vous visiez. Besançon, peut-être. Besançon, on va gagner. Vous allez gagner. Lyon, on peut gagner. Grenoble, vous allez garder. Probablement, Éric Piolle. Grâce à Éric Piolle, oui. Mais Toulouse, on va gagner. On va garder. Bon, vous étiez un des premiers maires écolo dans le pays. Mais dans les grandes villes... vous avez vu ce qui se passe à Lyon ? À Lyon, on va gagner. À Lyon, vous allez gagner malgré... Il y a un front anti-écolo. Gérard Collomb, les Républicains, ça peut être redoutable pour vous. C'est quand même dingue, c'est qu'on ait un front anti-écolo. Moi, je préfère qu'on ait un front anti-extrême droite. On a l'impression que les écologistes seraient une menace pour l'avenir de l'humanité. Sauf qu'aujourd'hui, les utopistes, ce sont ceux qui veulent maintenir le statu quo politique qu'on a connu durant ce dernier siècle, et le statu quo dans le système économique et social. Je pense qu'aujourd'hui, les réalistes, ce sont les écologistes. D'ailleurs, partout où ils sont allés, où ils sont présents, à tous les étages de la démocratie,
que ce soit dans les communes ou dans les régions où nous avons beaucoup de vice-présidences. On a même eu une présidente de région du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelait Marie-Christine Blandin, il y a déjà plus de 30 ans maintenant. Partout où ils sont, ils montrent qu'ils sont responsables. Regardez ce qu'ils ont contribué à faire à Paris, regardez ce qu'ils ont Mais il faut quand même passer encore des alliances, et c'est le cas à Paris, c'est le cas dans d'autres grandes villes. Moi, je combats l'écologie identitaire. Les écologistes doivent passer des coalitions, mais ils ne doivent plus passer des coalitions soumis au grand frère qui était jusqu'à maintenant le Parti socialiste, mais en mettant au cœur de leurs alliances la question écologique et sociale. On s'interroge, l'allié socialiste, c'est l'allié évident pour les Verts ? Parce qu'à Lille, ça n'a pas marché, on sent que c'est pas si évident. Il n'y a pas d'alliés évidents. Les alliés évidents, d'abord, il faut que les écologistes sachent qui sont leurs adversaires et qu'ils choisissent leurs partenaires. Mais leurs partenaires ne peuvent être que des partenaires de la gauche, parce que la gauche, c'est la tolérance, le partage, la défense de l'égalité des droits, qui ne sont pas des valeurs défendues par la droite jusqu'à maintenant. Mais il n'est pas question de faire alliance avec une gauche. Mais Martine Aubry, vous avez toujours fait alliance à Lille. J'ai demandé à Martine Aubry pourquoi elle ne veut pas discuter de manière un peu plus profonde avec les écologistes. Mais, vous dites que nous n'allons pas nous marier, nous n'allons pas faire partenariat avec une gauche qui est productiviste, avec une gauche souverainiste, avec une gauche anti-européenne. Oui, nous sommes prêts à des alliances avec une gauche écologisée et avec une société civile mobilisée. Vous les avez vus, et l'alliance avec LREM, qu'ils soient chez Adama Traoré ou qu'ils soient dans les manifestations pour le climat, ils ont horreur des partis politiques, mais ils sont en attente de quelque chose. Et c'est à nous de le porter, c'est notre responsabilité historique. L'union de la gauche, en 2022 avec Yannick Jadot. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'union de la gauche. En pôle position. Je pense qu'il peut y avoir un grand rassemblement autour de l'écologie, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce qu'il n'y aura pas des représentants des partis de gauche. Il y aura aussi des militants et des citoyens qui se mobilisent tous les jours. Alors justement, pour se rassembler, il faut des idées écologiques. Vous avez lu le livre? Alors, je me suis focalisée quand même sur quelques chapitres. Moi, je vous avoue que j'ai été très surprise, parce que ce qui me frappe en lisant votre livre et en vous écoutant aussi, c'est cette énorme contradiction qu'il y a entre l'objectif que vous affirmez dans votre livre pour une écologie par le bas qui implique les pauvres en lutte pour de meilleures conditions de vie et les combats que vous défendez qui aboutissent souvent exactement à l'inverse. Et je prends vraiment comme emblématique votre position sur les OGM qui vous caractérise, qui a fait votre notoriété. Vous y consacrez des pages en restant complètement bloqué sur un ancien logiciel, sur les premières peurs qui ont conduit les ONG à s'élever contre, et vous aussi dans les années 90, parce que les grandes firmes qui les commercialisaient symbolisaient l'oppression sur le monde paysan. Mais aujourd'hui, on est en 2020. Les connaissances ont considérablement progressé. La non-dangerosité des OGM pour les hommes, pour l'environnement, fait consensus au sein de la communauté scientifique. L'OMS, toutes les agences majeures, scientifiques majeures dans le monde le considèrent comme sûr. 30 ans d'études, pas un mort, pas une intoxication. Alors, on peut y rester opposé pour des raisons religieuses, philosophiques, même pour des raisons de modèle économique. Mais prétendre que c'est pour défendre l'environnement, ça devient difficile. Et ce silence, alors que le GIEC lui-même, écrit que les OGM font partie des solutions demain, ça pose question. Et moi, je voulais vous interroger sur des cas concrets que je n'ai pas vus dans votre livre. En Asie, un riz OGM enrichi à la vitamine A, le riz doré, pourrait sauver des dizaines de millions d'enfants de la malnutrition. Il y a 500 000 qui deviennent aveugles chaque année à cause des carences en bêta-carotène. Ce riz, cet OGM, il est développé par un consortium qui comprend l'État du Bangladesh. Les semences ne sont pas stériles, elles sont données gratuitement. Et ça n'existe pas, vous ne le citez pas. Une papaye OGM résistante à un virus a sauvé littéralement les petits producteurs d'Haïwai. Pas un mot. Et quand des OGM... vous allez répondre, vous avez le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. Qui sont résistants à certains insectes ravageurs, permettent une réduction de 40% de l'usage de pesticides, ce qui est vertueux pour l'environnement. Ça, vous n'en parlez pas non plus. Et quand vous dénoncez la mainmise des grandes firmes sur ces OGM, ça aussi, c'est en train de basculer. Rien n'interdit à des organismes publics de donner le fruit de leur recherche. D'ailleurs, les brevets commencent à tomber sur certains maïs BT résistants à la pyrale. Tiens, par exemple, un institut public en Colombie est l'un des premiers à sortir un Alors, est-ce qu'il n'est pas d'arrière-garde, ce combat contre les OGM? J'ai l'impression que vous parlez... qui pour Monsanto, qui pour Syngenta, qui pour Pioneer, qui sont en train de cartéliser l'agriculture du monde. Le problème tout ce que vous évoquez,
Vous sortez quand même des placards des vieux trucs, le riz pas doré. Des vieux trucs. C'est pas des vieux regardez trucs. le documentaire de Marie-Monique Robin sur sur Monsanto, et allez voir en Asie, par exemple, ce qui se passe, et notamment en Inde, où des dizaines de milliers, des milliers de paysans se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas racheter des semences OGM, puisque le principe des semences OGM, c'est qu'elles sont stériles. Quelles semences ? Non, elles ne sont pas stériles. Ça, c'est faux. Écoutez. On ne va pas faire un discours technique, on va pas faire un débat technique là-dessus. C'est bien pour ça que je reprends, parce que en fait, pas que sur les OGM. On va en parler. Non, mais est-ce que votre discours, en fait, ce que nous ne voulons pas, et parce que c'est la réalité, c'est que l'on transforme les champs de nos paysans en paillasses de laboratoire, avec vous ne voulez pas qu'on développe des OGM, par exemple, comme le Ghana en ce moment. J'ai vu qu'en Argentine, le Ghana en ce moment est en train de tester un OGM qui pousse dans des sols salés, dans les mangroves. Je suis allé faire un documentaire pour France 5 il y a quelques années, avec Jean-Michel Venmani au Mali, où les paysans se sont battus contre Monsanto et Pioneer qui voulaient imposer un coton OGM. Il n'y a pas de coton OGM, il est beaucoup plus rentable et les gens sont beaucoup moins malades qu'avec les cotons OGM. Vous cantonnez les OGM à la question des grandes. Mais non, je cantonne les OGM parce que qui fabrique des OGM? Ce sont les grandes firmes. Ce sont Monsanto, Pioneer, pour vous, tous les OGM qui veulent donc technologie à la poubelle. Il faut arrêter le problème de la faim, il ne se résoudra pas par le riz doré, il se résoudra par une autre agriculture, par l'agroécologie. Quand vous savez qu'aujourd'hui... Vous écrivez effectivement que l'agroécologie pourrait nourrir le monde à rebours de toutes les preuves scientifiques possibles. Mais ce n'est pas à rebours de toutes les preuves scientifiques. Vous considérez Hervé Lebras comme un mauvais scientifique. Vous considérez que l'agroécologie peut nourrir le monde. Oui, mais c'est un spécialiste, un démographe. Oui, c'est un démographe. Alors, on fait référence à la partie de mon livre. Je ne crois pas qu'il y connaisse quoi que ce soit en agroécologie. Et Marc Dufumier ne connaît rien à l'agroécologie. Oui, vous avez une personne. La question n'est pas de l'agroécologie, la question est de savoir si on peut assimiler et supporter sur cette terre plus d'habitants qu'il y en a aujourd'hui. Il y a ceux qui, dans la continuité d'Ehrlich, comme je le cite dans mon livre, qui en 1968 a écrit un livre qui s'appelle La bombe P, la bombe population, qui a d'ailleurs engendré des politiques antinatalistes très très dures, comme par exemple la stérilisation des femmes au Pérou ou en Inde. Et on sait très bien que la fertilité, on peut la faire baisser par l'éducation des femmes. Ça a été prouvé en Algérie et dans bien d'autres endroits. Et que, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il faut 3 à 10 calories végétales pour faire 1 calorie animale. Donc, on peut peut-être aussi éviter de faire du soja transgénique qui vient nourrir nos animaux. En tout cas, c'est passionnant quand ça pique un peu. On apprend plein de choses. Je note que vous assumez d'aller à rebours de sur les OGM. On ne va pas vous mettre d'accord, c'est une évidence absolue. Je note que dans ce livre, vous l'avez lu avec le regard. Moi, ce que je voulais vous demander, et je le regrette beaucoup. Géraldine suit ce dossier depuis longtemps, mais elle avait envie d'aller vous chercher sur les OGM, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on aussi aller me chercher sur d'autres choses. Moi, j'ai juste envie, parce qu'on va quand même, il n'y a pas du tout que ce sujet-là. Je ne regrette absolument pas ce que j'ai écrit sur les OGM, et je le maintiens, et vous verrez que c'est d'ailleurs un peu un parcours. Au fond, vous rendez hommage à ceux qui vous ont rendu écologiste, à vos maîtres d'une certaine manière, Jacques Ellul qu'on connaît, mais d'autres, Bernard Charbonneau que personne ne connaît. Quelques grands penseurs de l'écologie, parce que je considère qu'aujourd'hui, on a l'impression de découvrir l'écologie, mais c'est une idée qui apparaît neuve, mais qui pourtant vient de loin, avec des penseurs qui remontent à Henri David Thoreau. On vous range où, Noël Mamère, dans ce monde d'après, très sincèrement? On vous range où dans ce monde d'après, où l'écologie devient évidemment dans le rang des pessimistes ou dans le rang des optimistes? Je pense qu'il faut être pessimiste dans ce pays, mais le pessimisme est aussi ce qui permet de se battre pour essayer de transformer la société. Donc, être un optimiste béat, c'est être utopiste. Être un pessimiste positif, en tout cas un pessimiste qui croit qu'on a plus de raisons d'espérer que de désespérer, même si on est pessimiste. Mais sur la question écologique, la question c'est toujours l'opportunité. On rentre dans une crise économique qui va devenir sociale, qui peut même devenir financière. Ça coûte cher, l'écologie, c'est souvent... Non, ça coûte pas cher. Justement, c'est ça qu'il faut... Alors, il faut le combattre. Mais ma question, c'est la suivante. Est-ce que... Ça coûte moins cher. Le moment est venu, véritablement. Est-ce qu'on peut faire, au fond, la meilleure des révolutions écologiques vers une lutte pour le réchauffement climatique, etc., contre le réchauffement climatique, maintenant? C'est maintenant qu'il faut... Maintenant, quand justement c'est difficile et qu'on a peur. C'est maintenant qu'il faut commencer et se servir de cette épidémie du Covid-19 comme une sorte d'accélérateur de particules pour mettre en place des politiques publiques qui vont freiner le dérèglement climatique. Parce que ce qu'on doit dire à ceux qui nous regardent, c'est qu'on sortira sans doute du coronavirus, peut-être dans longtemps, avec toujours d'autres menaces de pandémie, parce que la déforestation
Et parce que l'agro-industrie fait qu'on gagne sur le monde sauvage et que ce monde sauvage, il porte des virus qui ne sont pas pathogènes pour lui, mais qui le sont pour nous. Et plus on se rapprochera de lui, plus on sera menacé par ces pandémies. Mais il faut qu'on essaie d'expliquer que le dérèglement climatique, il est à l'œuvre et qu'une fois le coronavirus passé, il y aura toujours ce dérèglement climatique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que ce sont les jeunes qui aujourd'hui sont victimes de cette double peine. Ils vont être victimes de la peine qui consiste à ne pas trouver d'emploi en sortant du Covid-19 parce qu'il y a une grande récession, et ils vont être les principaux acteurs qui devront se battre contre le dérèglement climatique. Aux affaires et nous devons nous dire qu'est-ce qu'on leur a laissé. Mamère, quelle serait la grande réforme à faire de toute urgence? Jean Jouzel, par exemple, l'ancien président du GIEC, dit qu'il faut très respectable. absolument tout mettre sur l'alimentation, c'est-à-dire relocaliser et produire en France l'agroalimentaire, toute l'agriculture qu'on pourrait faire en France, pas forcément faire pousser des bananes, mais c'est ça la priorité. Quelle serait votre première réforme? Il n'y a pas une priorité. De toute façon, quand on mène des politiques publiques, on doit faire des choix qui ne peuvent pas s'axer sur un seul thème. Donc il y a plusieurs priorités qui sont, par exemple, et on l'a dit depuis longtemps, parce que pour 1 million dépensés, c'est 15 emplois. C'est par exemple l'isolation des bâtiments, qu'ils soient des bâtiments publics ou des bâtiments privés. C'est une autre politique des transports. Je vous donne un exemple. On n'en a jamais parlé. On vient de donner je ne sais pas combien de milliards à Renault. Renault sur laquelle on a pratiqué un véritable déni dans les erreurs qui ont été faites dans sa politique industrielle. Et maintenant, d'ailleurs, on peut comparer Renault à la question du dérèglement climatique parce qu'on est toujours dans le déni. Mais il y a une compagnie qui s'appelle CMA-CGM. Vous savez que le transport maritime, c'est 90% du transport mondial. Que CMA-CGM, c'est la première entreprise française de transport, et c'est la 3e entreprise au monde. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de guigner CMA-CGM. Et on pourrait très bien considérer qu'il s'agit d'une entreprise qui est une entreprise stratégique, notamment le transport maritime, puisqu'il est un des plus importants, et se fixer des objectifs, flécher les investissements sur, par exemple, du transport vert, avec les progrès de l'hydrogène vert dans le transport maritime. Est-ce que vous voyez, pour conclure... Mais bien sûr que l'alimentation est une question. Mais l'alimentation, ça veut dire qu'il faut que l'on arrête il faut qu'on arrête les OGM, il faut qu'on arrête la déforestation pour y planter des palmiers à huile qui vont simplement contribuer à nourrir notre bétail, manger moins de viande. Et puis il y a une autre question qui est aussi celle de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire le soin. Et je pense que cette priorité, elle est aujourd'hui évidente depuis la question du Covid. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la société qui aujourd'hui a été négligé, considéré comme subalterne et qui doit devenir prioritaire si on veut créer du lien social et vivre moins mal. Je vous laisse le mot de la fin. Les Verts sont un aiguillon, ça fait longtemps. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui regardez les politiques publiques à l'œuvre, vous diriez que ce sont les plus écologistes, véritablement? Parce qu'on voit qu'en matière de rénovation thermique, sur les transports, beaucoup de politiques publiques sont à l'œuvre. Le cas. Et ce qui fait que, même si l'essai est transformé pour les municipales, vous risquez d'atteindre, à échéance brève, une espèce de gap. Parce que certaines des solutions qui sont des icônes, des marqueurs du parti Europe Écologie Les Verts, de l'écologie politique, vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Prenez la fermeture des centrales nucléaires, quand on voit ce que ça donne en Allemagne, où on rouvre la semaine... Je suis l'inverse, je suis au contraire écolo, et je me définis comme tel. On ne va pas faire le débat sur le nucléaire. Vous voyez, ça c'est ce discours-là ne tient plus. Il y a d'autres façons de faire de l'écologie politique, il y a différentes pardonnez-moi de vous le dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais depuis le début de cette interview, vous êtes en train d'enfiler les lieux communs comme des j'ai lu le rapport du GIEC et je le prends. Le nucléaire et l'énergie propre, qui n'est pas rapport du GIEC, qui n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre. On ne va pas refaire ce débat. C'est pas le problème de l'émission de gaz à effet de serre dans le nucléaire. Est-ce que les accidents de Tchernobyl et de Fukushima ne laissent pas de traces? Sur la question des risques majeurs. Ce que je vous propose, vous restez avec nous, Noël Mamère. Les centrales à charbon, pas du tout. Non, c'est ce qui se produit. Écoutez, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique ne nécessitent pas de développer les centrales à charbon. Il y a effectivement une centrale à charbon qui vient d'être construite en Allemagne et qui va ouvrir contre l'avis de la population et des écolos. Vous savez par qui elle a été principalement financée? Par BNP
Paribas et par la Société Générale. Alors que les banques françaises, qui n'arrêtent pas de nous dire qu'elles sont vertueuses, quand elles mettent 1 euro pour les énergies renouvelables, elles investissent 7 euros dans les énergies fossiles. C'est par là qu'il faut commencer. L'écologie pour sauver nos vies, c'est aux éditions Les Petits Matins. Ça raconte votre engagement, vos maîtres, quelques figures de la jeunesse aussi. Vous parlez de Greta Thunberg et puis vous parlez aussi de ses résistances encore à cette conversion pour sauver la planète. Vous restez avec nous, Noël Mamère. Merci beaucoup, Géraldine. Je voudrais qu'on dise un mot sur cette commission d'enquête parlementaire qui, ça y est, va commencer ses travaux. Il s'agit de savoir si oui ou non le gouvernement a bien géré cette crise du Covid-19. Toutes les explications, c'est Thomas Després qui va nous les donner. Oui, exactement, Myriam. La commission d'enquête sur le coronavirus a été installée cet après-midi. Mais à quoi va-t-elle servir? Je vous explique tout ça. Jingle. Alors c'était un des temps forts attendus de cette semaine à l'Assemblée. Cet après-midi, les députés qui composaient la mission d'information sur le coronavirus se sont réunis en vrai, en présentiel, comme on dit maintenant, pour dresser le bilan des auditions qu'ils ont menées. La mission d'information a procédé à 17 auditions. Elle a suivi de très près la gestion de la crise sanitaire en auditionnant les principaux acteurs impliqués ainsi que les mesures de mise en œuvre de l'état d'urgence et leur application dans les territoires. Ce rapport d'étape, il est au fond à l'image de ce qu'a été le travail parlementaire et la vie parlementaire pendant la période du confinement, c'est-à-dire un travail essentiellement contemplatif. Je n'ai pas tout à fait le sentiment d'y retrouver, y compris l'esprit des questions que j'ai pu y poser, mais c'est sans doute la règle du jeu. Cette réunion, c'était donc aussi l'occasion d'installer cette commission d'enquête qui va prendre le relais pendant 6 mois pour faire toute la lumière sur cette épidémie. Elle s'intéressera notamment à la prévention, à la gestion de crise pendant le confinement, notamment sur la question des masques, aux réponses des systèmes de soins ou encore au déconfinement. Ce sont les députés Les Républicains et leur président, Damien Abad, qui ont demandé que la mission d'information se transforme en commission d'enquête dès maintenant, au même moment qu'au Sénat. Je pense qu'on a besoin à l'Assemblée nationale d'avoir une véritable commission d'enquête. On ne peut pas passer à côté de ce sujet qui est un sujet central. On ne peut pas mettre la poussière sur le tapis. Il ne s'agit pas pour nous d'en faire un tribunal populaire, il s'agit simplement d'en faire un lieu de vérité, de transparence et un lieu surtout où on tire un certain nombre de leçons pour l'avenir, pour que plus jamais ça. Il y aura une trentaine de députés de tous les groupes parlementaires en proportion de leur nombre d'élus. La présidente sera Brigitte Bourguignon, la députée La République En Marche. Il y aura 4 vice-présidents et le rapporteur général, l'un des postes les plus importants, sera occupé par un député Les Républicains, Éric Ciotti. Bonjour Brigitte Bourguignon. Les Républicains veulent que cette commission d'enquête soit utile, pas comme celle de l'affaire Benalla, disent-ils. Ce sont les Républicains qui ont demandé cette commission d'enquête, comme d'autres groupes l'ont demandé ensuite. Bien sûr que chacun d'entre nous, de toute façon, veut que cette commission d'enquête soit productive, soit riche d'enseignements, parce que c'est quand même le but. On n'est ni des enquêteurs, ni... Il ne faut pas changer de rôle. Nous sommes des parlementaires avant tout, qui voulons comprendre, rechercher les dysfonctionnements, voir éventuellement où on peut améliorer les choses, faire des propositions. C'est à ça que sert pour moi une mission d'enquête de parlementaires. On devrait connaître la semaine prochaine le nom des premiers responsables convoqués par cette commission d'enquête. Une chose est sûre, ce ne sera ni Édouard Philippe, ni l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui seront convoqués plus tard, mais pas pendant la campagne des élections municipales où ils sont tous les deux candidats. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Noël Mamère, on a beaucoup dit que l'état d'urgence sanitaire avait suspendu l'état de droit. Il va y avoir une commission d'enquête. Le Parlement reprend son rôle de contre-pouvoir. Vous faites confiance à cette commission d'enquête ? Je fais confiance à la commission d'enquête parlementaire, mais je suis très dubitatif sur son résultat. Mon expérience de 20 ans de Parlement m'a montré que les commissions d'enquête parlementaires pouvaient aboutir à l'exact contraire de ce que l'on recherchait. Donc vous attendez le voir. La seule chose que je retiens de cet état d'urgence, celui lié au terrorisme et celui lié à la question sanitaire, c'est que ce que l'on nous propose comme temporaire risque de passer dans le droit commun, comme ça a été le cas après l'état d'urgence et les lois qui ont été votées sous cette majorité. On sera là pour essayer en effet, nous sommes menacés dans nos libertés. Les Français risquent de se réveiller avec la gueule de bois. Merci beaucoup, Noël Mamère. Merci, Géraldine Messner, d'être venue vous frotter à Noël Mamère sur ce plateau. Vous restez avec nous. On va maintenant passer à la chronique d'Alex Taylor. Alex, qui, vous le savez, est un peu de facto notre correspondant au Parlement britannique, où il s'est passé à Westminster cette semaine quelque chose d'absolument incroyable, Alex. Oui, Myriam, on ne peut pas reprocher en effet au Parlement britannique d'être avare de scènes abracadabrantes ces derniers temps. Hier encore, c'était
ubuesque après 2 mois d'absence et surtout de débats et de votes virtuels électroniques. Les députés sont revenus cette semaine et comme vous voyez sur ces images, ils ont respecté la tradition britannique to queue, de faire la queue, surtout avec les normes de sécurité. Il fallait 6 pieds entre chaque député, c'est-à-dire plus ou moins ma taille, 2 mètres. En temps normal, c'est 15 minutes pour se rendre dans les lobbies pour voter. Et là, c'était 45 minutes pour un seul vote. D'innombrables tweets de députés exaspérés contre l'attente interminable. Voilà la démocratie au XXIe siècle, tweet cette députée travailliste par exemple. Et vous allez me demander, Myriam, mais pourquoi il faisait la queue en pestant contre ce système si archaïque et manifestement inadapté au temps moderne? On se le demande alors, pourquoi? Et pour maintenir justement ce système si archaïque et manifestement inadapté au temps moderne, ils ont mis fin donc au vote électronique. Le souci, Myriam, c'est qu'il y a 200 députés britanniques qui, pour des raisons médicales, n'ont pu se déplacer, ils ne veulent pas se déplacer physiquement au Parlement. Et leurs collègues hier, présents sur ordre du gouvernement Johnson, ont voté pour qu'ils n'aient pas le droit de vote. Ça pose un véritable problème démocratique, car leurs électeurs se trouvent du coup privés de représentation. Certaines mauvaises langues diraient que c'est pour rendre la période de législation sur le Brexit plus facile pour le gouvernement, déjà largement majoritaire, mais avec ce système qui décourage la pose d'amendements et de manière plus générale le débat, sur ce Brexit qui, pour rappel, était censé redonner du pouvoir au Parlement et à la démocratie britannique. Merci beaucoup Alex Taylor. On termine comme tous les soirs avec le jour d'après et ce nouvel épisode de notre collection d'entretiens. Ce soir, à quoi ressemblera le travail, le monde du travail, le télétravail dans ce jour d'après que nous commençons doucement à découvrir. La sociologue Dominique Méda, sociologue du travail, nous accorde cet entretien. Je me recoiffe un petit peu. Voilà. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. On va parler du travail, votre thème de recherche depuis de longues années, totalement bouleversé dans cette période de crise sanitaire. Depuis le début du confinement, ce monde du travail, il est divisé en 3. D'un côté, ceux qui doivent continuer à travailler et qui prennent des risques au quotidien face au virus. D'un autre côté, ceux qui travaillent de chez eux, et puis ceux qui sont mis à l'arrêt, ceux qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette division de la société du travail aujourd'hui? J'ai envie de reprendre vos 3 catégories. Sur la 3e catégorie, c'est-à-dire les gens qui ont complètement arrêté de travailler, ça va être très intéressant d'avoir un retour sur ce qu'ils pensent. Parce qu'à mon avis, ils vont avoir 2 perceptions assez différentes. D'une part, peut-être une certaine satisfaction. On voit d'ailleurs des témoignages de gens qui disent « enfin ». On casse avec ce rythme intense qui était le nôtre auparavant et on peut enfin retrouver les enfants, un peu de loisirs, un peu de repos. Il y a tous ceux qui vont comprendre à nouveau combien le travail est important dans leur vie et combien le travail est structurant. Et puis je prends les 2 autres catégories. Le télétravail, c'est super, on peut continuer à échanger, à prolonger nos activités, mais il y a plein d'inconvénients. Énormément d'inconvénients, le fait qu'on est tout seul face à un écran. Du coup, le fait qu'on est détaché de son collectif de travail et qu'on peut avoir un employeur qui va charger à fond la barque, et puis surtout, le fait qu'il y a une sorte de perméabilité, de brouillage des frontières entre le travail et le hors-travail. Et puis la dernière catégorie, alors? Alors, la dernière catégorie, elle est absolument déterminante. C'est tous ceux qui sont au front, en première ligne, je file la métaphore guerrière, et donc évidemment tous les soignants, mais aussi les caissières, les livreurs, les personnels de nettoyage, qui vont quand même souvent au travail la peur au ventre parce qu'ils n'ont pas
où ils n'ont pas eu pendant longtemps les équipements de protection nécessaires, qu'ils n'osent pas exercer leur droit de retrait parce que souvent c'est des personnes qui ont déjà de faibles revenus et qui ont peur de perdre leur emploi et qui vivent en quelque sorte la double peine, hein, parce qu'on le voit bien, là ça y est, on a des données qui commencent à sortir. Les personnes qui sont le plus contaminées et en réanimation et peut-être qui décèdent du virus, ce sont déjà les personnes les plus pauvres et qui en plus prennent tous les risques pour aller au travail. Souvent, d'ailleurs, ces caissières, ces routiers avaient enfilé un gilet jaune, réclamaient de la reconnaissance, du pouvoir d'achat, et ce sont eux, les essentiels, les plus utiles, et ceux qu'on applaudit tous les soirs à 20h. Qu'est-ce qu'on va faire de cette reconnaissance-là après? Mais c'est très frappant. Moi, je trouve que vraiment, c'est une des plus grandes leçons de la crise. C'est cette espèce de distorsion énorme entre la hiérarchie du prestige, hein, de la reconnaissance, de la considération et des salaires d'un côté et de l'utilité sociale de l'autre. Parce que comme vous le disiez, à part les médecins, les techniciens, les infirmières, qui quand même sont des professions prestigieuses, hein, énormément de ceux qui sont aujourd'hui au front sont des gens qui sont dans des métiers parfois pas très bien considérés, souvent regroupés dans la catégorie emploi non qualifié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 5 millions d'emplois non qualifiés en France qui sont sous-payés. Hein. Il faut juste qu'on se souvienne que, par exemple, une aide-soignante ou une caissière, c'est un salaire net médian à temps complet autour de 1 300 1 500 euros. L'autre élément très frappant, hein, beaucoup de femmes en première ligne. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans lien. Hein. S'il y a beaucoup de femmes dans ces métiers peu payés, c'est parce que d'abord, les femmes sont souvent à temps partiel. On les oblige, on les contraint à être à temps partiel. Hein. Et aussi parce qu'on considère qu'elles savent de toute éternité faire tout ça, hein, soigner, faire les toilettes, faire des sourires. Elles savent très bien le faire. C'est naturel, donc ça n'a pas besoin d'être payé. Est-ce que ces infirmières, donc des fonctionnaires, est-ce que ces enseignants, est-ce que ces caissières, ces livreurs, ces routiers vont être augmentés? Est-ce que c'est une forme d'obligation presque morale aujourd'hui? Je pense que si vous interrogiez les Français aujourd'hui, ils diraient oui, que c'est absolument nécessaire. Je pense qu'ils iraient plus loin et qu'ils diraient qu'il faut aussi revoir la hiérarchie des salaires et essayer de travailler sur cette distorsion dont j'ai parlé entre hiérarchie du prestige et des salaires d'un côté et de l'utilité sociale de l'autre. Parce que je pense que les Français, ils vous répondraient, mais oui, il faut resserrer cette échelle de salaire, évidemment, et il faut plus payer les gens qui exercent des métiers essentiels qui nous ont permis de survivre dans cette situation. Mais est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir à faire ça alors qu'on va nous dire que, les caisses de l'État sont vides? On va dire, attendez, regardez déjà, on a perdu des tas de points de PIB. Et puis les employeurs, pareil, ils vont nous dire, mais nous sommes déjà prêts à mettre la clé sous la porte, nous ne pouvons pas. Je pense que ça ne va pas être facile, mais qu'il faudra exercer vraiment, qu'il faudra se mobiliser pour porter cela et qu'on a des solutions. Hein. On peut revaloriser toutes les personnes à bas salaire et on peut... Lesquelles? Alors précisément, prenons l'exemple de l'entreprise. Là, on est dans un salaire privé. On fait quoi? On augmente les salaires, on oblige les entreprises à le faire ou on augmente le SMIC? Alors, on peut augmenter le SMIC, même si les comités d'experts nous disent depuis des années que augmenter le SMIC, c'est très mauvais pour l'emploi. Et puis, il y a aussi, vous savez, des négociations obligatoires sur les salaires. On peut revoir ça, c'est des chercheuses qui proposent ça, c'est très intéressant, revoir la grille de classification, hein, parce que on a des grilles sur lesquelles on se fonde pour arrêter les salaires. Et donc, notamment sur la question des salaires féminins, avec des classifications où je vous disais que les compétences naturelles ne sont pas reconnues, là, on peut vraiment travailler. Et puis de l'autre côté, avec quoi on pourrait payer tout ça? Avec la limitation des rémunérations exorbitantes. On sait très bien que les inégalités dans notre pays sont vraiment insupportables. Elles le seront d'autant plus aujourd'hui. Et donc, on peut mettre de nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu et revenir à l'impôt sur la fortune. Je pense que ça aidera à resserrer l'éventail des revenus et des patrimoines. Pour terminer enfin sur ces indispensables, les caissières par exemple, dans certains supermarchés en France, aux États-Unis, elles sont remplacées par des robots. Ces caissières ne seront plus robotisables dans le monde d'après, à votre avis? Si vous voulez,
J'ai envie de vous dire qu'on a vécu depuis quelques années avec cette idée que le paradigme du futur, c'était l'automatisation, que 50% des emplois allaient disparaître, etc. Moi, je crois le contraire, parce que l'automatisation, elle est coûteuse en gaz à effet de serre. Pour moi, la crise qu'on vit, c'est un coup de semonce qui nous prévient que la prochaine crise climatique sera encore plus différente, encore plus terrifiante. Et donc, je pense qu'il faut là qu'on entre vraiment dans une forme de reconversion écologique où c'est pas du tout l'automatisation qui va être essentielle, mais où c'est justement ces métiers qui nous permettent de satisfaire les besoins sociaux qui vont devenir complètement déterminants. Alors à côté de ces indispensables, par contraste, est-ce qu'il y a certains emplois qui se sont un peu révélés inutiles? Ou alors certaines personnes qui dans le confinement se sont dit à quoi je sers, personne ne m'appelle, je n'ai pas le sentiment d'exister socialement dans mon entreprise dans ce temps si grave. Est-ce que ça va susciter des reconversions? Est-ce que certains emplois pourraient disparaître? C'est très difficile pour quelqu'un de se dire « mon métier est inutile ». C'est le sociologue David Graeber qui nous parle des bullshit jobs. Et d'ailleurs, on voit bien, il y avait eu des enquêtes où on demandait aux gens « est-ce que vous avez un bullshit jobs ?» Alors, ils commencent à dire « oui, peut-être ». C'est trop dur, c'est trop difficile de dire « mon boulot, c'est un boulot qui ne sert à rien ». En revanche, je pense que les jeunes vont se poser énormément de questions et que la société dans son ensemble doit se poser la question de la différence, je dirais, entre création de valeur pour la société et création de valeur pour l'actionnaire. Parlons du télétravail. Est-ce que vous savez d'ailleurs combien il y a eu de télétravailleurs dans le pays? Est-ce qu'on a les chiffres? On parle de 40% des actifs qui auraient travaillé à distance. Alors, moi j'ai aussi ce chiffre. C'est un chiffre dont on a beaucoup parlé au début quand on a pris les mesures. J'en ai pas vu d'autres depuis. Donc on va rester sur ce chiffre-là. Oui, beaucoup de gens télétravaillent et donc c'est à la fois très intéressant le télétravail avec des progrès fabuleux. Nous les professeurs, nous faisons cours grâce à des logiciels. C'est vrai que c'est formidable parce que on peut continuer l'activité. En même temps, c'est très inconfortable et pour nous et pour les étudiants. Et donc je suppose pour tous les gens qui font des réunions en télétravail. A priori, d'après les premiers sondages, les Français regrettent un peu le bureau, majoritairement. Oui, je pense. Alors, c'est toute l'ambivalence du télétravail. Je pense que 1 ou 2 jours par semaine, c'est très intéressant. Ça permet un peu de décompresser. Ça nous fait faire des économies de déplacement et donc c'est très bon pour la pollution. Ça permet de temps en temps de rendre un peu de service pour la conciliation vie familiale, vie professionnelle. On entend que vous souhaitez que, au fond, notre rapport au travail change. En quelques mots, vers quel horizon? Alors, je vous dis mon idéal. Mon idéal, ça serait que nous ayons suffisamment investi dans la reconversion écologique de nos sociétés, rapatrié de nombreuses productions, créé de nombreux emplois et qu'on en profite pour développer de nouvelles organisations du travail, sans doute plus fondées sur des métiers utiles, plus démocratiques et somme toute, peut-être finalement plus efficaces. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur LCP et à demain.